Le soir où c'est arrivé, je sentais le café brûler et la pluie. Ma vie s'était réduite à un coin de 6 tables dans un restaurant à moitié vide où je prenais les commandes avec un sourire que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Après la faillite de mon entreprise, je portais de l'amidon et des excuses pour gagner ma vie. C'est alors qu'il est entré, costume impeccable, voix fine comme de l'oxygène, yeux comme un phare dans le brouillard. « Vous me rappelez quelqu'un que j'ai perdu ?» a-t-il dit après que j'ai continué à remplir son thé et à faire semblant de ne pas remarquer ses mains tremblantes. Le porte-addition était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. À l'intérieur, sa carte et un pourboire si obscène que j'ai cru à une erreur d'impression. 65 000 €. Les pourboires couvraient les médicaments de ma mère et un box de stockage contenant la dernière table en acier inoxydable de Claire et compagnie traiteur. Je n'arrêtais pas de penser que je pourrais ressusciter l'entreprise si seulement je gardais la table, comme si l'acier pouvait porter l'espoir. Je portais mon échec en silence. Julien, mon ex, était parti quand j'avais dit que je n'emprunterais pas à sa pile de crypto pour me relancer. Ma meilleure amie, Amélie, ma sœur cadette, m'envoyait des vidéos de chiens et des offres d'emploi. « Tu n'es pas ton solde bancaire », écrivait-elle, suivie de citations inspirantes. Maman, Lydie, faisait semblant de ne pas remarquer les soirs où je ramenais des restes. Le soir où le milliardaire m'a trouvé, la pluie mitraillait les fenêtres. Je bougeais comme un métronome, cafetière, carnet de commandes, sourire, répétition. Quand la cloche au-dessus de la porte a tinté, Daria a levé les yeux et a marmonné, mauvais quartier. Il avait l'air d'un homme riche qui n'avait pas besoin de se vanter, manteau anthracite, bouton de manchette, une pochette pliée comme un origami. Mais ce sont ses mains qui m'ont arrêté stable en surface, tremblantes si on les regardait assez longtemps. Il a pris la banquette 5, celle sous l'enseigne bourdonnante. Je lui ai versé de l'eau chaude et j'ai laissé tomber un sachet de thé comme un rituel. « Servez-vous de l'Earl Grey ?» a-t-il demandé. « On sert du chaud et du mouillé » ai-je dit. « Mais je peux faire semblant. » Il a ri, surpris, reconnaissant, fatigué. « Je m'appelle Étienne de la Roche » a-t-il ajouté comme si je pouvais reconnaître le nom. Ce n'était pas le cas. Je n'ai reconnu que le regard de quelqu'un qui était venu chercher de la chaleur et avait trouvé un témoin. « Vous me rappelez quelqu'un que j'ai perdu ?» a-t-il dit, et je jure que l'air à l'intérieur du restaurant s'est penché pour écouter. Il a mangé comme un homme qui avait appris à faire la paix avec de petites portions, œufs pochés, pain grillé sec, thé. Il a posé des questions qu'aucun client ne posait. « Comment avez-vous atterri ici ? Que reconstruiriez-vous si vous le pouviez ?» Sa voix donnait à tout un air de confession. « J'avais une entreprise de traiteur, ai-je dit. Je l'ai perdue. Maintenant, je porte des assiettes. »« Les gens ne mangent pas d'assiettes, » a-t-il dit doucement. « Ils mangent ce que vous leur avez apporté. » La célébration. J'ai rempli son thé. « Qui avez-vous perdu ? » Mon fils, a-t-il répondu, regardant la vapeur et la vie qui serait venue avec lui. Le silence s'est installé entre nous. Il a payé l'addition avec une carte noire et a glissé sa carte de visite dans le porte-addition. Quand je l'ai soulevé, ma main a failli laisser tomber le cuir. Un chèque de banque de 65 000 € y était niché, impeccable et surréaliste. « Je ne peux pas accepter ça », ai-je murmuré. « Si, vous le pouvez », a-t-il dit, sans méchanceté. « Considérez cela comme le paiement pour un bon thé et une meilleure écoute. Promettez-moi une chose, mademoiselle Moreau. Utilisez-le pour quelque chose de vivant. » Ma bouche a bougé avant mon doute. « Je le promets. » Il a couvert ma main de la sienne. Sa peau était fraîche. « Vous me rappelez, » a-t-il dit, « la fille que mon fils aimait. Elle riait de mes tasses à thé chères et les appelait de minuscules bols à soupe. Vous avez ri de mon thé. Où est-elle maintenant, ai-je demandé. Partie, a-t-il dit. Partie d'une manière qui laisse une pièce encore chaude. Daria observait depuis le passe-plat avec une expression que je n'avais vue qu'une seule fois, lorsque sa fille avait été admise à l'école d'infirmière. Il est parti sous la pluie. Je suis resté avec le chèque sous la lampe chauffante comme s'il pouvait fondre. Quand la cloche a de nouveau tinté, il n'était déjà plus qu'un fantôme sur le parking. C'était qui, a demandé Daria. Étienne, ai-je dit. Un homme qui donne des pourboires comme s'il savait que le temps est un prêt. Je n'ai pas encaissé le chèque cette nuit-là. Je l'ai plié dans mon tablier et je suis rentré à pied, la pluie baptisant mes chaussures bon marché. Le sommeil ne voulait pas venir. Les chiffres dansaient. À 8h13, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu.
J'ai répondu. Mademoiselle Moreau, ici Hélène Quentin, avocate de Monsieur Étienne de la Roche. J'ai bien peur d'avoir une nouvelle difficile. Il est décédé la nuit dernière. La phrase a vidé un espace en moi que je ne savais pas que j'avais. Il était au restaurant. Je me suis agrippé au comptoir. Daria a étudié mon coude. M. de la Roche a demandé à modifier son testament hier soir. Il vous a nommé, a dit l'avocate. Elle parlait comme si chaque mot était une preuve. Voudriez-vous venir à notre cabinet à 11 heures? J'ai emprunté la voiture de Daria. Le centre-ville avait l'air inoxydable et sans sentiment. Le cabinet de la Roche, Quentin et Piquet occupaient un étage entier dans un immeuble fait de reflets. J'ai pris un ascenseur qui ne s'excusait pas de sa vitesse. Claire Moreau. Une femme avec une broche indiquant « Hélène Quentin » m'a guidé vers une salle de conférence tapissée de cuir et de silence. De l'autre côté de la table, un homme en costume bleu marine, Renaud Piquet, dont le sourire suggérait qu'il avait lu toutes les failles juridiques. Hélène a fait glisser une enveloppe épaisse vers moi. M. de la Roche a signé un codicile à 18h41 hier soir, effectif à son décès. Il vous a légué la majeure partie de sa succession, évaluée pour l'homologation à environ 1,9 milliard d'euros. La pièce a basculé. Je me suis agrippé à la coudoir. C'est une erreur. M. de la Roche était sain d'esprit. Nous avons une vidéo, a dit Hélène. Il a aussi laissé une lettre. Renaud s'est raclé la gorge. Mademoiselle Moreau, bien que nous reconnaissions les souhaits du défunt, il y a des considérations du conseil d'administration. Le groupe de la Roche a des actionnaires, des obligations philanthropiques. Une serveuse qui hérite d'une participation majoritaire est compliqué. Une serveuse. Le mot s'est logé entre mes côtes. Le regard d'Hélène l'a fait taire. Nous honorons le testament. Elle a ouvert la lettre et a commencé à lire. Claire, je vous ai rencontré bien trop tard. Si vous entendez ceci, c'est que j'ai tenu une promesse faite à une version de moi-même qui croyait encore en la miséricorde. Autrefois, mon fils a aimé une fille qui riait comme vous. Autrefois, j'ai fait en sorte que cette fille se sente petite. Puis je les ai perdus tous les deux. L'un à la mort, l'autre à la sorte de disparition qu'exige le deuil. Vous me rappelez la vie que j'aurais pu avoir si j'avais pardonné plus vite. Des larmes chaudes ont piqué mes yeux. Pourquoi moi? Ai-je demandé. Les yeux d'Hélène se sont adoucis. Il y a un autre paragraphe. Renaud a détourné le regard, soudain fasciné par la ligne d'horizon. M. de la Roche m'a demandé de lire le reste en privé, a dit Hélène. Si vous préférez. Lisez-le, ai-je murmuré. Tout. Elle a hoché la tête, a trouvé la ligne et a expiré. Voici la raison, Claire. J'ai appris hier que le délit de fuite qui a tué mon fils il y a 32 ans. Celui qui a éteint la famille que j'aurais pu avoir. Impliquait votre mère. Elle était jeune. Elle a paniqué. Elle n'était pas seule. Elle a vécu avec ça. Je n'ai pas pu pardonner au conducteur. J'essaierai de pardonner à l'enfant. Les mots ont fendu la pièce. Mon cœur a suivi. Non. C'est sorti de ma bouche avant même que la pensée ne se forme. Non, c'est impossible. Hélène m'a tendu des mouchoirs avec la précision de quelqu'un qui a cartographié le deuil. Il y a plus de contexte, a-t-elle dit calmement. Le rapport de police mentionne une Camaro bleu vintage. Le conducteur a pris la fuite. Un deuxième passager l'a contrainte. L'affaire a été classée sans suite après l'intervention d'un conseiller municipal local. L'enquêteur de M. de la Roche a relié le véhicule au petit ami de l'époque de votre mère, David Klein. Votre mère, Lydie Moreau, avait 19 ans. 19 ans. Ma mère à 19 ans était une fille sur des polaroïdes, les cheveux dans un foulard, des yeux comme l'été. Je voyais ses mains emballer mes déjeuners d'enfant, étouffer des toux en hiver, compter la monnaie à la caisse du supermarché. Renaud s'est raclé la gorge, de nouveau mielleux. Pour mémoire, la prescription. Le regard d'Hélène l'a interrompu. Ce n'est pas le moment. Est-ce que maman va aller en prison, ai-je demandé inutilement. Une exposition criminelle après si longtemps et peu probable sans nouvelles preuves, a déclaré Hélène. M. de la Roche n'a pas cherché à porter plainte. Il a cherché une fin. Le reste de la lettre, encre stable, douleur formelle, si vous acceptez la succession, vous acceptez les conditions.
Établir la fiducie seconde chance de La Roche avec un minimum de 1,4 milliard d'euros pour soutenir les victimes de tragédies évitables et pour financer l'éducation des conducteurs, le traitement de la toxicomanie et la justice réparatrice. Vous devez dire la vérité à votre mère et à moi, par lettre, si je suis parti. Libérez ma famille de la vengeance. Libérez la vôtre du secret. J'ai regardé la ligne d'horizon. Les voitures filaient en dessous comme des secondes. Mademoiselle Moreau, dit Hélène, plus doucement. Nous pouvons contester, ou nous pouvons exécuter ses dernières volontés. Et si je dis non? Alors la majeure partie ira à une liste d'organismes de bienfaisance. Vous hériterez d'une plus petite fiducie pour des bourses d'études. M. de La Roche avait anticipé votre refus. J'ai quitté le cabinet, la ville était trop lumineuse. La pluie s'était arrêtée, mais le trottoir s'en souvenait encore. J'ai d'abord appelé Amélie. Claire? Ça va? On dirait que tu... Où est maman? À la maison. Pourquoi? J'arrive. J'ai raccroché avant que la vérité ne puisse faire de moi une lâche. Quand j'ai ouvert la porte de notre appartement, maman était en train de recoudre la couture de l'épaule de mon blazer de friperie comme s'il l'avait offensé. Elle a levé les yeux, a souri de ce sourire automatique de maman, puis s'est figée. Qu'est-ce qu'il y a? A-t-elle demandé, se préparant déjà. Je me suis assise. La chaise a grincé comme si elle voulait sortir. Maman, dis-je, qui était David Klein? Sa main est devenue molle. L'aiguille est tombée. Pourquoi ce nom, a-t-elle réussi à dire? Parce qu'un homme est mort la nuit dernière, dis-je. Et il m'a laissé 1,9 milliard d'euros pour nous apprendre à dire la vérité. Elle a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, elle n'était plus ma mère. Elle était redevenue une jeune fille de 19 ans, piégée dans une nuit avec une Camaro bleue et un garçon qui conduisait trop vite avec une bravade d'emprunt. Raconte-moi, ai-je murmuré. S'il te plaît. Elle l'a fait. On était des gamins, commença maman. David avait une voiture et un rire méchant. Il buvait comme si c'était un costume qu'il pouvait porter pour ressembler à un homme. Je lui ai dit de ne pas conduire. Il m'a dit de me taire. Il pleuvait. Il a coupé un virage. Il y a eu une lumière, blanche, soudaine. Une moto. Il a fait une embardée. La moto est tombée. Son souffle s'est déchiqueté. On a continué. Continué? Ma voix s'est brisée sur le mot. J'ai dit de faire demi-tour. Il a dit que mon avenir serait fichu si on le faisait. Il a dit que son oncle connaissait un conseiller municipal. Il a dit qu'on serait en sécurité si on continuait juste. Vous avez renversé quelqu'un et vous ne vous êtes pas arrêté, dis-je, goûtant le métal. On ne savait pas si. On savait. 1 kilomètre plus tard. On a su. Les nouvelles ce soir-là, Michel de La Roche, héritier présomptif, mort dans un délit de fuite. David s'est cassé la main en frappant le mur. J'ai nettoyé le sang. Il a menacé de dire à la police que je conduisais. C'était toi. Non, mais j'étais dans la voiture, Claire. J'étais là. J'étais le genre de lâche que l'on devient quand on a 19 ans, qu'on a peur et qu'on est stupide. J'ai quitté David 1 mois plus tard. J'ai découvert que j'étais enceinte de toi. La pièce a pris un nouvel angle. Tu m'as caché ça toute ma vie. Je me le suis caché à moi-même, a dit maman. J'ai construit une nouvelle personne faite de travail et d'excuses que je n'ai jamais prononcées à voix haute. J'ai épousé ton père. Je n'ai plus jamais conduit la nuit. Chaque moto me rendait malade. Étienne, M. de La Roche, le savait hier, lui ai-je dit. Il a trouvé ton nom. Il m'a écrit une lettre. Il m'a pardonné, par procuration. Des larmes se sont libérées. Elle a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Sa main a plané comme un papillon de nuit privé de lumière. Je vais me rendre. Si c'est ce que tu veux, a-t-elle murmuré. Je dirai tout à la police. Je ne veux pas d'un tribunal, dis-je, la voix rauque. Je veux que la vérité cesse de se dresser entre nous et tout le reste. La porte s'est ouverte en grand. Amélie a déboulé, les cheveux mouillés par sa course. Bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que je le sens dans le couloir. Je lui ai raconté. Elle a écouté par bribes, les yeux sur moi, puis sur maman,
puis sur le mur comme s'il pouvait produire de la miséricorde. Quand j'ai fini, elle a laissé échapper un son qui était moitié rire, moitié sanglot. Alors, on est pauvre, puis riche, puis radioactif, dit-elle en s'essuyant le visage. Un rebondissement classique de la famille Moreau. Étienne a laissé des conditions, dis-je. Un fond, la justice réparatrice, la vérité publique. Maman a hoché la tête, reconnaissante pour quelque chose qu'elle pouvait faire. Je vais rencontrer son avocate. J'écrirai à sa famille. Je signerai tout ce qui rendra cela moins monstrueux. Amélie a croisé les bras. Et les vautours, a-t-elle demandé. Quels vautours? Tous ceux qui sentent l'argent, dit-elle. Julien a déjà envoyé un texto, d'ailleurs. J'ai entendu une rumeur. Café? Elle a levé les yeux au ciel si fort que je l'ai entendu. Comme s'il était invoqué, mon téléphone a sonné. Hélène. Claire. Un journaliste a appelé le cabinet. Quelqu'un a fait fuiter le codicille. Vous aurez des caméras d'ici demain matin. Qui l'a fait fuiter, ai-je demandé, devinant déjà. Difficile à dire, a-t-elle répondu. Mais monsieur Renaud Piquet a des idées très arrêtées sur le devoir fiduciaire et sur vous. Laissez-le avoir des idées, dis-je. J'ai une lettre. Maman a glissé le blazer raccommodé sur mes épaules comme une armure. Si nous devons être honnêtes, dit-elle, nous le faisons correctement. Je serai à tes côtés. Pour mémoire, dit Amélie en attrapant ses clés de voiture comme une épée, on se coiffe et on se maquille. La vérité est plus belle quand elle n'a pas l'air d'avoir pleuré toute la nuit. Nous avons ri. 3 femmes réorganisant une vie autour d'une nouvelle forme de douleur et d'une nouvelle forme d'espoir. Le lendemain matin, le restaurant avait 3 camionnettes de presse et un homme qui faisait semblant d'être un client tout en tweetant en direct mes remplissages de café. Daria a affiché une pancarte manuscrite, pas des médias. Mangez ou partez. Internet a fait les deux. Hélène a organisé une déclaration à la presse à l'espace Fondation de la Roche. Elle était vêtue de gris. J'étais vêtu de courage. Maman portait le blazer de friperie qu'elle avait sauvé de la ruine. À l'intérieur, le conseil d'administration attendait, 5 inconnus avec des pédigrés pour deuxième prénom et Renaud Piquet, le directeur financier du groupe de La Roche, dont la cravate à elle seule pourrait financer un semestre d'université communautaire. Mademoiselle Moreau, commença-t-il avant que je ne me sois assise. Au nom de nos actionnaires, permettez-moi d'exprimer mes condoléances. Et aussi, mon inquiétude. Le marché n'aime pas l'incertitude. Vous représentez une variable. Le deuil fait ça, dis-je. L'honnêteté aussi. Il a fait glisser un dossier vers l'avant. Une proposition. Vous renoncez au contrôle du groupe de La Roche au profit du conseil d'administration. En retour, nous dotons votre fiducie seconde chance de, disons, 190 millions d'euros. Un règlement généreux. Plus simple pour tout le monde. Le testament exige 1,4 milliard d'euros, a déclaré Hélène. Ce n'est pas une négociation. Le sourire de Renaud n'a pas changé. Les tribunaux sont interprétatifs. L'image compte. Une serveuse héritant de milliards d'un homme à qui elle a servi du thé. C'est une histoire qui a des aspérités. Le conseil peut les adoucir. Et la vérité? Ai-je demandé. Il a cligné des yeux. La vérité est un luxe lorsque les marchés sont ouverts. Je me suis levé. Alors considérez ceci comme un acte hostile, dis-je, me surprenant moi-même. De ma part, contre le silence. La bouche d'Hélène s'est étirée en un minuscule signe d'approbation. Nous allons procéder comme prévu. Les yeux de Renaud se sont refroidis. Bonne chance avec la tempête, mademoiselle Moreau. Nous avons marché jusqu'au podium à travers un couloir de caméras. Les flashs inventaient des éclairs là où il n'y en avait pas. J'ai lu la lettre pas les parties sur l'argent, les parties sur la miséricorde. Ne laissez pas l'argent être votre monument, écrivait Étienne. Laissez-le être le pont qui vous ramène aux gens que vous aimez. J'ai dit la vérité sur la voiture, la pluie, la jeune de 19 ans qui n'a pas pu trouver les freins de la honte. J'ai dit que nous rencontrerions les victimes, financerions la thérapie, prendrions en charge la conduite préventive et créerions des bourses au nom de Michel Delaroche. Les questions ont fusé comme des couverts jetés. Êtes-vous une croqueuse de diamants? Non. Votre mère est-elle une meurtrière? C'est un être humain qui passera le reste de sa vie à réparer ses torts.
allez-vous vendre l'entreprise? Je dirigerai la fiducie. Le conseil d'administration dirigera ce qu'il dirige déjà, sous surveillance, dis-je en faisant un signe de tête vers une caméra comme si c'était une personne qui comptait. Après, dans le couloir, une femme m'a arrêté. Cheveux gris, bouche aimable, un tremblement dans la voix. Je suis Grace Perrin, a-t-elle dit. Michel. Michel et moi étions proches autrefois. Merci d'avoir prononcé son nom. Je lui ai pris les mains. Aidez-moi à bien construire cela, ai-je dit. Elle a serré en retour. Je le ferai. Renaud observait de loin, calculant. La façon dont les hommes le font quand le calcul inclut enfin une variable qu'ils ne peuvent pas évaluer. Le mémorial a rempli la salle jusqu'au panneau de sortie. Employés en noir, politiciens en bleu, famille en absence. Sur scène, un cadre avec le sourire de Michel Delaroche et un casque de moto poli comme une prière. Hélène se tenait au pupitre. Selon les souhaits de M. Delaroche, mademoiselle Claire Moreau prendra la parole. J'ai marché comme une personne à qui on avait confié une vie trop grande pour ses poches. Il y a 32 ans, commençais-je, une chose terrible est arrivée sous la pluie. Elle a volé un fil et dispersé un avenir. Je ne peux pas rendre ce qui a été pris, mais je peux vous dire ce que je ferai de ce qui a été donné. Je leur ai parlé de la fiducie seconde chance de Delaroche, 1,4 milliard d'euros minimum, un conseil d'administration indépendant avec des représentants des victimes, Grace Perrin comme coprésidente, des bourses pour les premiers intervenants, des subventions pour la thérapie, une formation à la conduite, un programme de justice réparatrice où les délinquants font face à ceux qu'ils ont blessés, si les blessés y consentent. Renaud s'est approché d'un deuxième micro. Les actionnaires ont le droit de savoir si mademoiselle Moreau a l'intention de déstabiliser. J'ai l'intention d'humaniser, dis-je en me tournant vers lui. Le profit sans conscience est un vandalisme du sens. Je n'y participerai pas. Un murmure, une chose vivante, a parcouru la foule. Du deuxième rang, un homme d'une cinquantaine d'années s'est levé. J'ai perdu ma femme dans un délit de fuite, dit-il, la voix ferme. Si ce fond signifie que moins d'entre nous se lèvent pour dire cela, alors je me fiche de savoir qui a hérité de quoi. Renaud a recalculé. Ce samedi-là, Hélène m'a tendu une petite enveloppe. Le dernier mot d'Étienne, scellé pour le mémorial. Claire, si la salle est pleine, certains sont venus pour moi, et d'autres pour voir si tu allais échouer. Souviens-toi de ceci, ce que tu portes n'est pas de l'argent. C'est la permission pour les gens de se pardonner, pour que la vérité marche en plein jour, pour que le deuil crée quelque chose qui n'existait pas avant. Quand mon fils est mort, je n'ai pas pu pardonner. Je pensais que le pardon rendrait la perte plus petite. J'avais tort. Le pardon te rend plus grand. C'est tout ce qu'il fait. Je l'ai lu à voix haute. À la fin, la pièce avait un nouveau climat. Après le programme, j'ai trouvé un coin tranquille et j'ai composé un numéro que j'avais peur d'appeler David Klein, ou ce qui en tenait lieu maintenant. Il vivait à 2 villes de là, une voix qui avait mariné dans la bière bon marché et les vieux mensonges. Claire Moreau, dit-il, comme un mauvais souvenir qui trouve chaussure à son pied. J'ai entendu dire que tu es riche. Je suis financé, ai-je corrigé, par un homme que tes choix ont aidé à enterrer. J'ouvre une voie réparatrice. Si tu es capable de vérité, tu peux la dire là-bas. Officiellement, aux gens qui méritent de l'entendre. Il a ri, un rire laid. Les délais de prescription sont dépassés, ma belle. La vérité, c'est pour les pigeons. Plus maintenant, ai-je dit, et j'ai raccroché. Certaines portes, on les ferme pour que la maison puisse être un foyer. Dans les coulisses, maman se tenait avec Grace. Elle pleurait sans se cacher. Je me suis approché d'elle et j'ai passé un bras autour de chacune. Je ne sais pas si je mérite ça, ai-je dit. Mériter est un verbe au passé, a répondu Grace. Construire est au présent. Maman m'a touché la joue. Je ne sais pas comment vivre avec ce que j'ai fait, a-t-elle dit. Tu vis en agissant, lui ai-je dit. Chaque jour, quelque chose qui fait que le monde ressemble un peu moins à cette nuit-là. Elle a hoché la tête. Alors commençons ce soir. Nous avons signé les documents dans une pièce qui sentait le cèdre et la clôture. La fiducie seconde chance de Delaroche a été lancée avec 1,5 milliard d'euros. Nous en avons ajouté plus tard. Le nom de Grace figurait sur le papier à en-tête, puis celui de maman, en petits caractères, car la pénitence ne fait pas les gros titres.
Renault a trouvé un moyen de faire la paix avec la réglementation. Apparemment, l'éthique améliore le ratio cours-bénéfice une fois que les investisseurs croient qu'il est permanent. J'ai gardé mon appartement. J'ai aussi gardé mon box de stockage, mais seulement assez longtemps pour donner la table en acier à une cuisine communautaire nommée l'atelier de Michel, où les adolescents apprenaient à cuisiner et apprenaient que les couteaux aiguisés ne sont aussi dangereux que les mains qui les manient. Je travaille encore un service par semaine au restaurant. Daria refuse de me faire payer le café. Tu m'enrichis en nouveautés, plaisante-t-elle, en me glissant des crêpes comme une absolution. Un jeudi, une femme est entrée avec son tablier plié comme un drapeau de trêve. Elle avait perdu une boulangerie lorsque son propriétaire avait augmenté le loyer et que son four était tombé en panne le même jour. Elle a pleuré dans son thé. Je l'ai écoutée. Quand elle est partie, je lui ai glissé une carte dans la paume. Fiducie seconde chance de la Roche, imprimée en lettres qui ne criaient pas, appelez ce numéro, ai-je dit. Ce sont des gens bien. En sortant, la pluie a commencé, douce, comme si le ciel avait appris à parler doucement. J'ai levé les yeux et j'ai pensé à Étienne. Je ne pouvais pas lui rendre son fils. Je ne pouvais pas rembobiner la terreur d'une jeune fille de 19 ans. Mais je pouvais refuser que l'argent soit un monument. Je pouvais insister pour qu'il soit un pont. Amélie a envoyé une photo plus tard, maman, dans un centre communautaire, donnant un cours de conduite préventive. Ses mains calmes, sa voix ferme. En dessous, ma sœur a écrit, construire est au présent. Dans mon portefeuille, à côté d'un reçu pour du thé et d'une photo de moi et d'Amélie au lac, je garde la lettre d'Étienne. Le pli est usé. L'encre n'a pas pâli. Le pardon n'a pas rendu la perte plus petite. Il nous a rendus plus grands. Assez grands pour porter le poids correctement. Assez grands pour le donner.